Alors par la suite, on peut dire qu'il est minuit dans le siècle, comme disait Victor Serge, dans la mesure où le fascisme gagne partout. La guerre peut éclater. Staline finit de liquider le parti bolchevique, c'est-à-dire que tous les dirigeants bolcheviques de 1917 sont emprisonnés et fusillés après des procès. Il enlève, il fusille aussi tout l'état-major de l'armée rouge, avec Tukhachevski, Yakir et compagnie, parce qu'ils étaient susceptibles d'être trotskistes. C'est la répression, c'est des centaines de milliers de gens dans les camps, c'est des dizaines de milliers d'assassinats. Tout est prêt pour la guerre. Hitler a les mains libres. Il signe en plus l'accord germano-soviétique avec Hitler pour se partager la Pologne. Et Hitler a les mains libres pour déclarer la guerre, pour provoquer la guerre. Alors, cette guerre éclate dans de très mauvaises conditions pour les travailleurs. Le Parti communiste est dissous. Il n'y a pas de réaction. L'échec du Front populaire se fait sentir. Mais la guerre amène quand même une crise. Oui, se déserte. Il a fallu même plusieurs ordres pour qu'ils acceptent de se déserter. Bon. Disons qu'il n'y a pas de mouvement révolutionnaire qui se crée sur la question de la guerre, sauf à 3 endroits bien connus, la Yougoslavie, l'Italie et la Grèce. C'est les 3 seuls endroits où il y a des insurrections, vraiment, et où il y a un début de constitution, de conseils ouvriers, etc. Seulement la Grèce est abandonnée par Staline, c'est-à-dire que Staline ne leur livre pas un revolver, pas un fusil, rien. Et l'insurrection communiste de Grèce est écrasée dans le sang par l'armée anglaise et les chars anglais. En Yougoslavie, Tito prend le pouvoir alors que normalement la Yougoslavie devait aller dans le camp occidental. Et, et en Italie, finalement, Togliatti arrive à acheter la plupart des... Parce que dans le sud de l'Italie, s'est créé énormément de conseils ouvriers, de collectifs, de comités. Et Togliatti leur offre l'entrée dans le Parti communiste, même s'ils ont été trotskistes, même s'ils ont été bordélistes, même s'ils ont été anarchistes, en disant vous aurez des postes, etc. etc. Et pour ce temps, Togliatti s'accorde avec le roi d'Italie. Bon. La guerre se finit, c'est la guerre froide. Les ministres du PC sont chassés des gouvernements italiens, français et belges. Mais la force des partis stalinisés en France et en Italie en particulier barre la route à toutes les initiatives de la masse. En Yougoslavie, Tito refuse pour des raisons tout à fait propres et bureaucratiques d'ailleurs la tutelle de Staline, et il s'appuie sur un embryon de mobilisation ouvrière en décrétant l'autogestion. C'est un embryon, mais ce n'est pas vraiment des trucs. Comme Mao, plus tard, pour s'opposer à Khrouchtchev, va créer les communes populaires et la révolution culturelle. Par contre, il se crée quelques conseils ouvriers en Pologne et en Hongrie en 1945-46. Mais vite, l'occupation soviétique supprime ces conseils ouvriers. C'est trop dangereux. On retrouve les conseils ouvriers en 1956. Je rappelle l'exposé magistral que nous a fait Karel sur la Pologne et Hongrie en 1956. Bon, on sait ce qu'il est advenu. L'onde de choc, alors je passe maintenant dans un autre continent, je passe en Amérique latine, puisque là se sont passées quelque chose d'intéressant, je vais assez vite. L'onde de choc de la révolution cubaine provoque une réaction en Amérique latine. Mais il faut penser que Fidel Castro prend le pouvoir, d'ailleurs contre le PC cubain, qui ne voulait pas soutenir Castro au départ, mais c'est l'attitude de l'Amérique qui décrète l'embargo, etc., qui force Castro à s'allier avec l'Union soviétique, donc à fusionner son mouvement du 19 mars avec le Parti communiste. 26 mars. C'est toujours deux de moins, il faut toujours... À Cuba, il n'y a pas d'organisme de contrôle ouvrier. Le nouveau Parti communiste va créer des comités de quartier, etc., mais dirigés et créés par le Parti communiste, en tout cas plus pour contrôler la population, d'ailleurs, que pour faire passer les choses. Par contre, dans le reste de l'Amérique latine, il y a un mouvement réel vers la révolution. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est la question bolivienne. La Bolivie se dote, bon, elle avait un parlement et tout, mais elle se dote de ce qu'on appelait l'Assemblée populaire. C'est-à-dire un endroit où tous les ouvriers, comment ça s'appelle,
tous les partis ouvriers, les syndicats, beaucoup de collectifs et les ouvriers de base élisent des délégués. Et cette assemblée commence à se constituer comme un double pouvoir par rapport au... Et c'est à ce moment-là que Che Guevara choisit de venir fomenter des guérillas en Bolivie. Il faut comprendre le problème. Hein. C'est-à-dire que Che Guevara, j'ai lu ses œuvres, ne parle jamais de conseils ouvriers ou de contrôle ouvrier. Par contre, il parle de guérilla. On lance une guérilla qui échoue. Guevara est tué. Son adjoint, comment il s'appelle, Régis Debray, est arrêté, emprisonné. Et ça permet au général Banzer de prendre le pouvoir en Bolivie et de dissoudre cette fameuse assemblée populaire. Voilà. Et ça, il y a eu... Alors, ok. Là, c'est presque la fin. Il y a eu un autre phénomène au Chili, à partir de 71, quand Allende prend le pouvoir, se crée dans les quartiers ouvriers, à l'initiative souvent du Parti communiste chilien d'ailleurs, ce qu'on appelle les cordones industriales, c'est-à-dire des espèces de collectifs qui se créent dans les usines, etc., pour aider Allende, pour soutenir Allende. Mais quand on sait pertinemment qu'il va y avoir un coup d'État, ces cordones industrielles se radicalisent, ils font une immense manifestation devant le palais d'Allende et ils demandent à Allende des armes. Et le délégué dit, on sait que les militaires préparent un coup d'État, il nous faut des armes pour empêcher ce coup d'État. Et Allende a cette phrase, j'ai un général républicain qui s'appelle Pinochet, en qui j'ai toute confiance, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas la peine que vous ayez des armes, parce que el pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Bon. On sait ce qui est arrivé. Alors ça, c'est le Chili. L'Argentine, en 1969, se crée ce qu'on appelle le Cordobazo, c'est-à-dire qu'une région très industrielle, là où il y a toute l'industrie automobile d'Amérique latine, à Cordoba, rentre en grève générale, comité central de grève, 1969. Bon, c'est dissous ensuite, mais il y a eu ce phénomène d'un comité central de grève qui a dirigé la province de Cordoba pendant quelques semaines. Bon. En France, grève générale, en 1968. Bon, on sait que c'est posé, enfin, moi j'étais militant à l'époque, et mon parti de l'époque, le CI, avait lancé le mot d'ordre de comité central de grève. Bon. Et puis ils ont lancé le mot d'ordre, mais ils n'ont jamais voulu l'appliquer. Moi j'avais monté à peu près 14 groupes ouvriers à Grenoble, y compris dans la vallée du Grésivaudan. C'est très étonnant, c'est l'habitant du PC qui venait nous voir en disant vous avez un bon mot d'ordre, on veut l'appliquer. Et dans le Grésivaudan, ils ont créé un comité de grève de tout le Grésivaudan qui disait pas une usine ne reprendra sans que toutes les revendications n'ont pas été accordées à toutes les usines. Bon. Très intéressant ce phénomène, mais quand je suis allé à la réunion à Paris réunissant tous les groupes, etc., j'ai été douché par l'OCI parce que Lambert a fait un grand discours sur notre camarade Roqueton qui a déclenché la grève générale à Saint-Nazaire. Tout le monde applaudissait. Roqueton, Hébert, le dirigeant à l'époque se disant anarchiste. Oui, de FO Nord-Atlantique qui fait son grand discours. Bon, après tout le monde est intervenu en disant vive Roqueton, vive Hébert, vive Roqueton. Moi j'interviens en disant voilà, on a créé 14 groupes ouvriers à Grenoble, qu'est-ce qu'on fait? Silence total. Bon, d'accord. On y reviendra. Se passe une question aussi intéressante, c'est les années 70-80 en Italie. En Italie, ils ont appelé ça le Maggio Rampante, le mai rampant. C'est-à-dire que à partir de 70, plein de grèves éclatent, mais jamais ensemble. Par contre, là se crée l'unité entre étudiants et travailleurs. Il y a des collectifs qui se créent, et se crée tout un phénomène qui est peu connu. J'aimerais bien que Raphaël Intervento vienne nous parler de ça, parce qu'il a fait un gros travail dessus. Quel Intervento? Oui, Raphaël. Il a fait même un spectacle là-dessus, parce qu'il y a eu plein de collectifs de quartiers, de collectifs de chômeurs, de gens qui sont organisés pour lutter contre la hausse des loyers, pour lutter contre la hausse des prix, pour se servir dans les grands magasins. Même que Dario Fo a fait un spectacle qui s'appelle « On ne paye plus », qui est assez intéressant parce que dans ce spectacle, on voit les gars de la CGIL, la CGT italienne et le Parti communiste, venir essayer d'expliquer aux gens, mais non, il ne faut pas vous servir, c'est mal, etc. etc.
quelqu'un s'est mis à crier « La police !» T'es bête ou quoi? Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce sont les flics qui vous font paniquer comme ça? Bon sang, vous êtes dans votre droit. Nous sommes sous-payés, donc nous ne payerons pas. Sous-payés, on ne paye pas. Et ça, c'est pour tout l'argent que vous nous avez volé depuis des années et des années sur tout ce qu'on achète. Et les voilà qui s'en vont, avec leur sac rempli. Sans payer? Oui. Alors là, il s'est passé un phénomène en Italie, c'est que le développement du terrorisme, des brigades rouges et des provocations policières a étouffé complètement ce mouvement qui prenait beaucoup d'ampleur. Alors en France, deux choses qui me tiennent à cœur aussi, parce que j'avais participé à l'époque, c'est l'affaire de LIP et l'affaire de Manufrance. Bon, vous connaissez l'histoire de LIP, c'est-à-dire que LIP a été très mal géré par ses dirigeants. C'est une usine de pointe à Besançon. Il n'y a pas eu, jusqu'à présent, en 1974, très peu de chômage en France. Très peu d'usines ont fermé en France. C'est encore les 30 glorieuses. Et LIP, on annonce sa fermeture. Les ouvriers de LIP occupent le terrain et décident de relancer la production. C'est un mouvement qui est entièrement dirigé par la CFDT et par Piaget, qui est un dirigeant de la CGT, appuyé par le PSU et appuyé par la mairie de Besançon, qui est une mairie socialiste. Alors il y a eu un problème, c'est qu'il y a un passage de courant à Besançon entre une mairie socialiste à l'ancienne, SFIO, laïque, etc., et une mairie nouveau-socialiste, catho, issue du mouvement catho en particulier. Bon. Il y a eu un gros phénomène, et je me rappelle très bien quand ils sont venus nous expliquer, passer leur film à Grenoble, nous expliquer, on était quand même quelques-uns à avoir posé la question. Oui, c'est très très bien, c'est formidable ce qui s'est passé à Lille, ça prouve que les ouvriers sont capables de diriger une usine, de produire, etc. Mais est-ce que l'autogestion suffit? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Comment étendre ce problème et comment poser la question du pouvoir de ces trucs. Piaget nous a dit c'est pas le problème, nous avons donné un exemple, le Christ en croix, quoi, nous avons donné un exemple, nous sommes bien battus, voilà, il faudra qu'un jour ou l'autre les travailleurs de France pensent à refaire ce qu'on fait à LIP. Voilà. Mais pas maintenant, vous n'êtes pas prêts. Nous on était prêts, on l'a fait, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Donc c'est ça les limites de l'autogestion, quand on dit la différence entre l'autogestion et les soviets réclament le pouvoir, l'autogestion ne réclame pas le pouvoir. Et à Manufrance, on a à peu près le même problème, mais alors c'est la direction du Parti communiste, puisque c'était le bastion de la CGT du Parti communiste à Saint-Étienne. Manufrance va fermer, c'est une usine qui est pas rentable, etc. La CGT occupe l'usine, rafle 30 000 fusils, et dit on va les vendre. Donc on va organiser la vente, mais alors là, personne n'a pu mettre le nez ou le doigt dans l'organisation du PC et de la CGT stéphanoise. Ça va aboutir à ce que Bernard Tapie rachète Manufrance, pour liquider Manufrance, et que Manufrance n'existe plus. Donc c'était quand même la principale usine d'armes de France. Donc c'est pas plus mal. Armes et cycles. Armes de chasse et de guerre. Et cycles. Et cycles. Là, ça a disparu maintenant. Et ça coûtait très cher au football français, puisque Manufrance c'était quand même... Allez les Verts. Bon. Alors, j'en viens à 2016. Alors, oui, je disais juste un petit parallèle sur la question argentine. Vous savez que la crise argentine entre 1998 et 2001 a été une crise terrible, crise financière. L'Argentine ne pouvait pas rembourser ses dettes. Il y a eu le phénomène des caceroles, c'est ça, les gens qui manifestaient avec des casseroles. Et il y a eu surtout plein d'usines qui ont décidé de marcher, de régler l'économie. Et ces usines marchent encore. Hein. Il y en a plusieurs qui marchent encore en autonomie, etc. Alors, en Amérique latine maintenant, en 2016, se passe un certain nombre de problèmes. C'est que toutes les comment s'appelle les régimes autoritaires et les dictatures ont été liquidés par montée populaire et par les élections. Mais aujourd'hui, on a un retour du bâton.
Venezuela, Bolivie, Pérou, Brésil, Argentine, Uruguay, les élections maintenant. Et ça pose la question de tous ces collectifs, tous ces organismes populaires, tous ces trucs de base comme les cocaleros, les organismes de défense des Indiens, etc., qui se sont créés, qui ont développé énormément en Amérique latine. Mais c'était des initiatives venant de la base. Alors que les collectifs, par exemple, j'ai étudié un peu la question au Venezuela. En Venezuela, comment il s'appelait Chavez avait créé des collectifs de quartier pour développer sa politique. Mais c'est Chavez qu'ils avaient créé, c'est son parti qu'ils avaient créé. Hein, c'est un peu comme ce qui se passait à Cuba. Tandis qu'en Amérique latine, dans les autres pays, en Argentine, au Brésil, au Brésil, il y a eu ça avec les fameuses assemblées populaires créées par le PT, à Porto Alegre, etc. Hein. Bon, qui ont toutes d'ailleurs disparu maintenant, emportées dans la vague de la réaction. Mais c'est intéressant. Bon, et là, on a aussi la Grèce avec Syriza ou l'Espagne avec Podemos, cette question aussi. Est-ce que les choses se font par les élections et d'en haut, ou est-ce que les collectifs, les comités, etc., de base, l'emportent? Je crois que c'est ça la question. Alors, il y a un cas aujourd'hui qui est à voir, c'est la question des Kurdes. Parce que dans la partie kurde libérée, au Rojava, Kobané, à Max Mour et à Ebril, le rôle du PKK sous l'influence de Öcalan a été énorme pour la création de collectifs et de comités de gestion qui me paraissent, d'après les études, tout à fait valables. Alors c'est l'application des théories de Murray Bookchin. Je ne sais pas si vous connaissez Murray Bookchin. Bon, c'est un fils de révolutionnaire russe qui a émigré en Amérique, qui a été marxiste, trotskiste, marxiste, etc., et qui, il y a une quinzaine d'années, est passé libertaire, comme il dit, et a créé une théorie, justement, de ces collectifs de quartier, de ces choses. Bon, il a théorisé un peu, bon, c'est très compliqué, mais c'est intéressant. Et Öcalan a lu ces textes et a décidé de faire appliquer ça par le PKK. Voilà. De rompre avec le marxisme-léninisme et de s'ouvrir à ça. Alors c'est compliqué parce que ça... Ça a influencé Podemos aussi. Comment? Ils ne se sont pas réclamés un peu Podemos. Oui, Podemos se sont réclamés. Ouais. Mais Podemos, c'est plus compliqué parce que ce qu'ils font dans les mairies aujourd'hui en Espagne, bon, c'est contradictoire, mais c'est pas ce que fait Piolle. C'est-à-dire que là, ils font vraiment des appels au peuple, il y a des collectifs qui sont créés, il y a des choses qui se sont créées, ça ne va pas jusqu'au bout, tout le monde n'est pas très content, mais bon, il y a les mairies de Podemos font un travail, il y a un gros travail qui se fait sur le tourisme à Barcelone en ce moment, etc. Sur le logement surtout. Comment? Sur le logement surtout. Pour le logement aussi, il y a tellement de... Bon, alors voilà où j'en arrive, j'arrête là. C'est riche de possibilités et de discussions futures et de recherches futures. Voilà, parce que chaque cas est différent. Hein. Quand on étudie les conseils en Hongrie, c'est une chose, les conseils de Bavière, c'est une autre, les conseils en Allemagne, c'est une autre. Bon, ce qui se passe en Espagne, on sait très peu de choses sur la Grèce. Mais il y a énormément, il y a des collectifs de retraités. Bon, je passe sur la question tunisienne, où il y a eu quand même les fameux collectifs d'étudiants diplômés chômeurs, qui ont joué un rôle énorme, par exemple, dans le développement des choses en Tunisie il y a 3 ans. Quoi. Donc, des trucs comme ça, il y en a partout. Mais, voilà. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte.